Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 4 de Go Tempo. On a avec nous Christophe, connu sous le nom d'artiste Cluston. Ouais. Du coup, Cluston, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Quand est-ce que tu es rentré dans le monde de la musique? Pourquoi? Comment? Etc. Bonjour à tous du coup. Donc je m'appelle Christophe. Je vais faire 26 ans là dans 2 jours. Dans 2 jours? Dans 2 jours, Ah, ouais, nice. c'est vendredi. Ok. Du coup, j'habite à Paris depuis 2-3 ans maintenant, mais j'ai commencé la musique bien avant, je pense, potentiellement début lycée, et j'ai commencé à prendre mon projet au sérieux depuis 2-3 ans à peu près. Ok. Après, le pourquoi du comment, c'est toujours un long process, tu vois. Ça a commencé un petit peu à toucher FL Studio au début, sans vraiment savoir ce que c'est. Ensuite, ça a commencé à sortir un petit peu des démos, mais des trucs très très brouillons, tu vois, avec des mix dégueulasses. Et au final, j'ai commencé à sortir mes premiers projets à partir du premier confinement. Ok. Donc mon premier projet qui s'appelait Les Odeurs Sonores. D'accord. Et c'était plutôt une bonne période pour moi en tout cas, parce que ça m'a permis de retrouver un petit peu ma famille. Tu sais, on avait tous ces trains de vie hyper harassants avant de connaître le télétravail et tout ça. Ouais, c'est vrai. On se voyait très peu en famille et en fait le confinement ça a été une occasion, tu vois, de se poser un petit peu, de mettre la vie en stand-by et voilà, de se ramener un petit peu aux essentiels. Ouais. Et en fait je me suis senti hyper inspiré à ce moment-là de ma vie et j'ai commencé à vraiment travailler mes tracks, tu vois, que ce soit sur le mixage ou sur les mélodies, sur la recherche sonore, etc. Et voilà, j'ai sorti mon premier EP à partir de ce moment-là. Et s'en est suivi quelques collaborations avec Délicieuse Musique. Ok. Donc il y a un gros label, curateur français qui a des sous-labels en fait. Ok, d'accord. Et moi j'ai travaillé sous la structure qui s'appelle Ego Planet. Ok. Mais ils ont aussi d'autres structures telles que Délicieuse Records. T'as aussi Noir et Blanche qui se base plutôt sur de la house samplée. Et voilà, et après j'ai travaillé aussi avec un label anglais qui s'appelait Need Want. Ok. Qui a eu quelques releases sympas et voilà. Mais mes projets aussi entre des démarches indépendantes et des démarches, du coup, où je travaille avec des labels. Okay. Et c'est quel type de musique? Du coup, c'est de la musique électronique, mais quel genre, quel sous-genre? Alors, j'ai jamais trop su catégoriser ma musique et c'est pas un exercice que j'aime trop faire dans le sens où, en tout cas, moi, quand je mets un peu dans une box, exactement. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute de la musique d'autres artistes, je cherche pas forcément des genres, mais je cherche juste quelque chose qui transcende un peu les codes qui existaient déjà. Ouais. Parce que je pars du principe qu'en fait, à partir du moment où t'arrives pas à catégoriser la musique, c'est qu'il se passe quelque chose de spécial, tu vois, entre guillemets. Donc, mais après, totalement d'accord avec ça. Mais du coup, si je devais poser des mots sur mon style, je dirais que c'est de la house un peu atmosphérique. Il y en a qui disent que c'est un peu mental, tu vois. Mais je pense que à chaque fois en tout cas avant, quand je produisais, il y avait une grosse démarche introspective, tu vois, genre un truc où vraiment j'essayais de m'exprimer, que ce soit dans les moments de tristesse comme dans les moments un peu plus joyeux. Ouais. Et voilà. Ok, super. Et si on peut retracer à plutôt, ça veut dire même avant que tu commences à produire de la musique, ça veut dire même de ton enfance jusqu'au moment où tu as commencé à produire, t'écoutais quoi? C'était quoi tes influences, etc. Parce que tu sais, ça, le goût, ça change beaucoup. Carrément. Ouais. Je pense que ma première approche à la musique, la toute première, ça a été vraiment quand j'étais hyper petit. Je me souviens que mon père avait l'habitude de jouer dans la voiture des CD des Boney M. Et aussi du groupe qui s'appelait The Pointer Sisters. Donc il y a le son qui tourne dans tous les bars là, I'm So Excited. Celui-ci je l'écoutais, tu vois, il y a 20 ans, donc c'est marrant de l'entendre aujourd'hui encore, tu vois, au goût du jour. Mais ensuite après je suis passé par l'époque rap, comme tout le monde, tu vois. Rap quoi, français, UK, US? Plutôt US à l'époque. J'étais même dans cette vibe un peu Chris Brown, machin, R&B. Bref, tu connais. Et après, qu'est-ce que j'ai commencé à écouter? J'ai eu une phase un peu EDM. Je pense qu'on est tous passés beaucoup d'artistes house l'ont eu cette phase, je pense. Absolument. Et puis après, il y a eu des jonctions. Mais tu vois,
en vrai, ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi le cheminement en termes d'inspiration, tu vois. Genre, moi, je me souviens que la jonction entre la house et l'EDM, ça a été avec quelques artistes, style Kaitranada, par exemple, tu vois. Ça a été vraiment un tournant un petit peu dans ce que j'écoutais, parce que, tu vois, je retrouvais à la fois le côté un peu électronique, mais je retrouvais un peu cet air bouncy qu'on retrouve dans le rap, tu vois. D'ailleurs, il joue à Wheel of Green là ce week-end, je pense. Je vais au Wheel of Green. Ah, c'est vrai? Ah, mais bien sûr. J'avais pris mon billet, mais ensuite j'ai vendu parce que j'avais vu que, j'en rappelle plus le festival, mais il y a Chris Tassi et juste après Vitesse qui joue, et du coup je me suis dit, trop bien. Le même jour? Ouais, le même jour, c'est pour ça que je me suis dit, ah merde, bon bah. Il y a conflit là. Exactement, il y avait gros conflit, j'ai trop hésité. Ouais, non, mais tu vois, Wheel of Green là, la line-up, elle est zinzin. Ouais, j'ai vu l'Impératrice. Ouais, là, je vais m'intéresser un peu à la scène techno là-bas. Genre, tu vois, il y a des artistes style Skin on Skin, je sais pas si tu connais. Non. Bah, c'est des mecs qui travaillent avec Molgrab. Ok, ouais, Molgrab. Tu vois, un peu le délire, genre techno, mais un peu UK, genre hyper intéressant. Bon, après, of course, il y aura Justice, il y aura Kaitranada, etc. Donc ouais, je pense que ça va être assez éclectique, ça va être super sympa. Mais du coup, pour revenir au sujet de tout à l'heure, donc ouais, il y a eu une phase... En fait, c'était pas la phase house, tu vois, quand j'ai découvert Kaitranada, j'étais un peu plus dans l'exploration du truc. Et voilà, il y a eu Kaitranada, Sam Geletri, je sais pas si tu connais. Bref, et après c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à tomber dans la house. Et après, c'est juste une constante évolution. Après, j'ai découvert des artistes comme Fourtet, Floating Points, où eux, ils partent dans un délire un petit peu plus expérimental. Et je pense que Fourtet, ça a été le gars qui m'a le plus inspiré quand j'ai fait mon premier vrai projet. C'est vrai. Parce que quand je l'ai écouté, tu vois, je me suis dit, mais en fait... quand t'écoutes ces albums, tu peux avoir des tracks, c'est juste des dialogues entre des gens, tu vois. Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, il y a aucune limite à la production. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Ce que tu veux, exactement. Et t'as pas forcément besoin de te justifier dans ce que tu fais, je trouve. L'idée, c'est juste d'arriver à créer de la connexion, en fait. Exactement. Avec les gens, tu vois. Exactement. Et voilà, et du coup, en fait, c'est un esprit que j'essaie de garder, tu vois, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est intéressant, là, ce que tu dis. Du coup, par exemple, quand tu ouvres FL et c'est page blanche, c'est quoi ton processus? C'est un peu compliqué comme question, mais tu commences par où? Tu fais quoi d'une perspective technique comme créatif dans ta tête un peu? Il y a 2 schémas possibles, en général. Soit je sors d'une bonne soirée et je sais pas, il y a une mélodie qui émerge dans ma tête, tu vois, et je dois la poser rapidement parce que sinon elle s'évapore. Donc là, on est sur des process un peu rapides. Je dis pas que je finis la track dans la foulée, tu vois, mais au moins je pose ce que j'ai en tête. S'il faut y revenir après, je reviens après sur la track. Et sinon, il y a le truc où je me dis, bon là, j'ai pas été très productif dernièrement, je vais essayer de me remettre dans FL et je vais voir si je peux sortir quelque chose. Et là... ça peut être aléatoire, tu vois, mais en général, ce que je fais, c'est que je pose des pads. Tu vois, je pose genre des cordes avec un bon pad, un pad que j'apprécie beaucoup, tu vois. Et en général, les pads, tu vois, les beaux pads avec des belles textures, etc., ça me stimule beaucoup. Et ensuite, j'essaye de poser les drums par-dessus et voir si j'arrive à construire quelque chose, tu vois. Mais après, c'est comme tous les producteurs, je pense, ils diront la même chose, tu vois, il n'y a pas de process hyper précis. Et parfois, tu as les happy accidents, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui rend aussi le processus de production hyper intéressant. C'est ça, absolument. T'en as d'autres qui vont commencer par chercher des samples. Moi, je sample pas du tout, tu vois, pas parce que, c'est juste, j'aime beaucoup partir from scratch, tu vois. Et je suis dans un process, encore une fois, où j'ai envie de m'exprimer, tu vois, à travers... je dis pas que les gens qui samplent, ils s'expriment pas, tu vois, mais moi, ma manière de m'exprimer, c'est de vraiment composer le tout, tu vois, de A à Z. Ah, ok, je vois. Donc, quand tu dis sample, c'est en mode prendre un loop genre, tu vois, un peu diguer des tracks, je sais pas, des années 80, 90. Hop, t'entends une loop qui est hyper sympa, tu dis, putain, je peux faire quelque chose par-dessus. Je vois. Et tu le poses, que ce soit dans FL, Ableton, peu importe, et tu commences ta track comme ça. Moi, c'est pas du tout mon process, mais en France, tu vois, en house, c'est quelque chose qui se fait énormément. Et t'as des artistes qui maîtrisent ça à la perfection. Parce que je pense aussi, le sampling, tu vois, c'est
c'est un art, tu vois. Ouais, et en plus, il y a beaucoup de... Par exemple, moi, j'ai fait quelques fois du sampling, mais pas du tout comme ça. En gros, par exemple, il y en a une, c'est un peu de la house organique, et je suis juste allé sur des vidéos de National Geographic. J'ai pris des sons d'éléphants, d'oiseaux, des trucs comme ça. Tu vois, bah ça, je trouve que c'est encore autre chose, tu vois, et c'est ce dont on discutait tout à l'heure, là. Enfin... En fait, la musique, aujourd'hui, tu peux la structurer avec des mélodies, avec des drums, mais tu peux aussi la structurer avec autre chose, tu vois, avec des textures. Ça peut être... et c'est un mouvement aussi qui se développe, je trouve. Genre, t'as des artistes qui prennent juste des trucs pour record dehors. Ouais, exactement. Et genre, ils recordent dehors, tu vois, que ce soit, je sais pas, des gens qui traversent un passage clouté ou... Bah, t'as vu la vidéo où il y a l'escalator qui fait wiki 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 et j'ai pris ça, j'ai enregistré. Ça me dit un truc, ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, tu rends la musique vivante, tu vois. C'est ça, quand je montais l'escalator, j'entendais le wiki 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 et dans ma tête, ça fait un boum boum. Bah ouais, je me suis dit, en vrai, c'est hyper important et tu vois, comment dire, quand une personne va t'écouter, va écouter ta track, elle va pas forcément se rendre compte, tu vois, qu'il y a toute cette texture derrière. Mais si tu l'enlèves, il manquera quelque chose. C'est exactement ça. Genre le ear candy, les détails, c'est vraiment important. Ouais, vraiment. Donc, et moi, c'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus. Alors, je recorde pas les trucs moi-même, tu vois, mais j'ai des sample packs, tu vois, où t'as des bibliothèques juste de texture, tu vois, ou de bruit extérieur. Et je trouve ça hyper intéressant. Après, pour le mixer, c'est autre chose, tu vois. Et la manière aussi dont tu l'insères dans ta track, tu peux vraiment faire énormément de choses, mais 100%. Mais je trouve que ouais, c'est une démarche de production qui est hyper intéressante, et moi en tout cas j'essaye vraiment de tendre vers ça, tu vois. C'est grave intéressant. Je me rappelle plus du plugin, je te donnerai le nom plus tard, mais en gros en plus c'est gratuit, et en gros c'est hyper intéressant. Tu mets n'importe quel son dedans, et disons le son il dure 5 secondes, ça te le stretch sans distorsion, tu vois, en genre 30 minutes, 20 minutes, et ça fait vraiment parfois de la texture vraiment gentille, là genre wow. Ok, super intéressant. Vas-y, je suis chaud. Quand j'ai essayé ça, j'ai fait ah ouais, waouh, quand même, c'est intéressant comme truc. Et alors attends, juste avant de poser cette question, je sais pas pourquoi, tu sais, c'est comme quand tu te dis est-ce que j'ai laissé le four allumé, je t'en prie. Est-ce que j'ai bien... Ok. C'est bon, c'est good. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien cliqué, tu vois. T'inquiète, on est dedans. Ok. Et du coup, la question c'était, est-ce que tu as commencé par la production ou par le mixage, le DJing? J'ai commencé par la prod en vrai. Ok. En fait, ce qui est marrant, c'est que mon tout premier rapport à ce monde-là, un petit peu, c'est, je me souviens, je crois que c'était au collège. Il y a un pote à moi à l'époque, on devait faire une chorégraphie, je crois, un truc bidon, tu vois. Okay. Et en fait, on avait besoin de condenser plusieurs tracks sur une seule piste. Ok. Donc en gros, tu vois, mixer plusieurs tracks. Ouais. Et moi, j'étais là en mode, wow, tu me demandes un truc de ouf, là, je sais pas comment on va faire. Et en fait, il me dit, bah écoute, il y a un logiciel hyper sympa qui s'appelle Virtual DJ, moi je taffe dessus, si tu veux, je te montre, machin. Et je dis, ah ouais, putain, c'est chaud, machin. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à toucher à ça, et ensuite, je suis tombé sur FL, tu vois. Ok. Et c'était quoi ta question de base déjà? C'est si t'avais commencé par FL ou par mixage. Et du coup, mais en fait, tu vois, Virtual DJ, c'était vraiment juste sur l'ordi. Je me rappelle de Virtual DJ. Truc bidon, tu vois, mais je n'appelle pas ça du DJing, tu vois. Donc, en vrai, j'ai plutôt commencé par la prod. Ok. J'ai plutôt commencé par la prod, et ensuite, j'ai eu mon premier contrôleur, tu vois, où je faisais des soirées entre potes, c'était marrant au lycée. Généralement, c'est plus facile dans ce sens-là. Bah, ouais, je trouve aussi, et aujourd'hui aussi, t'as beaucoup de gars qui mixent, qui veulent se mettre à la prod. Ouais. Mais bah, tu remarques que plus tu te mets à la prod tard, et plus c'est compliqué de se mettre dedans. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, quand tu te mets à la prod hyper tôt, t'as des automatismes qui se développent sans vraiment savoir ce que tu fais, tu vois. Ouais. Mais par exemple, si t'es sur ton interface, que ce soit FL Studio ou Ableton, tu sais que tac, tu cliques sur ça, t'as le mixeur. Tu sais que tac, si tu baisses l'égalisateur comme ça va faire tel son. Enfin, tu vois. Mais tu sais pas vraiment ce que tu fais, mais tu le fais et tu sais que ça va marcher. Ouais. Et c'est plus tard, tu vois, quand tu t'intéresses vraiment au truc, quand tu lis, tu vois, des bouquins de mixage ou machin, que tu comprends ce que tu fais et que tu peux développer vraiment ta production, tu vois. Absolument. Et tu vois, le truc, c'est que quand tu commences tard, t'as toutes ces informations-là qu'il faut engranger d'un coup. C'est-à-dire, j'en discutais en plus avec une pote en ce moment qui est en train de se mettre au son, mais t'as tout ce truc de maîtriser l'interface directe,
comprendre comment, où diguer tes bons sample packs, comment utiliser tel VST, tu vois, quel VST avoir, absolument, tu vois. Donc je pense vraiment que c'est plus compliqué de se mettre à la prod après. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens talentueux que t'as plein de gars qui émergent en 2 ans, tu sais, ils se sont butés. Et voilà, quoi, tu vois. Absolument. En plus, quand, par exemple, tu passes de la prod au mixage, par exemple, tu vois, on te dit, ça c'est le high pass filter, low pass filter. Direct, tu sais c'est quoi, tu vois. Exactement. Parce que quand tu fais de l'EQ, tu sais très bien c'est quoi. C'est vrai que quand tu prends une table de mixage, du coup... Quand tu regardes, tu vois les highs, les mid, tu fais ok. Tu comprends assez rapidement ce que visualiser c'est, même, Donc, effectivement, je pense que dans ce sens-là, c'est plus simple. Ouais. Après, encore une fois, j'ai pas la vérité. C'est plus de la spéculation. C'est du feeling, tu vois. Exactement. Mais je pense, en tout cas, moi, je sais que si je l'avais fait dans l'autre sens, j'aurais trop galéré. Et tu vois, en plus, le truc, c'est que là, aujourd'hui, on grandit. Moi, je vais faire 26 ans. Tu vois, si aujourd'hui, tu me dis, vas-y, tu dois te mettre à la prod, je sais pas si j'aurais vraiment eu le temps de creuser, tu vois, sur l'aspect technique, etc. Donc, je m'estime chanceux, tu vois, d'avoir découvert ça hyper tôt. Et de pouvoir aujourd'hui avoir la base et travailler les trucs vraiment très techniques, tu vois. Tu sais, je pense que c'est totalement pareil pour moi parce que en fait, je sens que c'est surtout le début dans la prod où il faut vraiment être consistant et y aller parce que c'est là où ça fait la différence entre si t'es vraiment passionné ou pas. Et justement, comme tu dis là, vu qu'on a un peu moins de temps, etc., pour vraiment stick with it et continuer, c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui commencent puis ils lâchent. Clairement. Mais j'en ai plein. J'ai des potes, par exemple, qui sont DJ, ils sont hyper talentueux, tu vois. Tu les mets sur une date, les mecs, ils te retournent la scène, etc. Mais ils te disent derrière, j'ai pas trouvé le temps de produire, c'est un peu galère, machin. Donc ouais. Mais après, tu vois, il y a un autre sujet aujourd'hui, c'est les artistes qui émergent, est-ce qu'il y a forcément besoin qu'ils soient chauds en production, qui produisent leur propre musique. T'as plein de DJ aujourd'hui, t'en as plein qui font pas ça. Qui produisent pas, mais qui ont quand même une certaine notoriété. Tu te rappelles quand je t'avais vu de loin, j'étais pas sûr si c'était toi, mais c'était Ben UFO. Ouais, c'était à la Boiler Room de Paris, je crois, l'année dernière. C'est ça, et lui produit pas par exemple, mais t'as vu comment il est chaud. Il produit pas, t'es sûr? Je pense que j'avais vu qu'il produit pas. Je mets le doute. Dans ma tête, il produisait ce gars. C'est vrai? Je pensais que c'était juste un gros curateur. Gros, c'est le cercle de tout ce qui est Floating Point, Fortet et tout. Parce que j'avais essayé de le trouver, je trouvais pas des chansons, mais en fait, peut-être j'ai mal cherché. Ou peut-être je me trompe. Tu mets le doute de ouf. Dans ma tête, il produisait, mais tu mais t'as écouté des tracks à lui? Il me semble, mais c'est un gars hyper respecté en plus, tu vois. Mais tous ces gars-là, Fortet, Floating Point, Ben UFO, pour moi, c'est des vétérans, tu vois. Des gars. Mec, Ben UFO, comment il. Exactement. Tu vois, c'est des gars tellement simples d'aspect extérieur, mais qui, tu vois, ils prennent la musique comme étant une science, tu vois. Genre, ils explorent le truc à fond. Et Fortet, par exemple, il avait dit une phrase qui m'avait énormément marqué. C'était, moi, la plupart du temps, je crois qu'il avait dit un truc comme ça, tu vois, c'est la plupart du temps, il essaye de produire qu'avec un ordi. Sans analogue, tu vois, autour, tu vois. Parce que sinon, il y aurait trop de possibilités. Il faut réduire un peu. Il faut choisir. Non, exactement. Mais ça, c'est très vrai. Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'en fait, les possibilités, elles sont réellement infinies, tu vois. Ensuite, tu restes juste en train de jam et tu fais pas un truc 100%. Et aussi, tu vois, avoir la confiance de continuer à explorer, tu vois, des choses qui peuvent paraître étranges, tu vois, d'un point de vue extérieur, mais qui restent artistiques. Je trouve ça hyper respectable. Et c'est pour ça que pour moi, ces mecs, tu vois, pareil, Floating Point, c'est... Tu vois, il avait sorti un album qui s'appelait Movements, où il travaillait avec un orchestre symphonique, et genre, mais le truc, il est... Tu sais, c'est un projet, il me semble que c'est un truc où t'as juste une mélodie, et sur 9 ou 10 tracks, ils essayent de changer les textures autour de la mélodie, tu vois, pour créer des sons diamétralement opposés. Faut que j'aille écouter ça, en vrai. Et genre, c'est hyper intéressant comme approche musicale, tu vois, parce que, tu vois, ils réfléchissent vraiment la musique. Et bref, je trouve ça hyper inspirant, tu vois, et des mecs comme ça, il nous en faut plus, tu vois. Aujourd'hui, on est un peu dans la... Je pense on est un peu dans la fast music. On se focalise plus sur ce que les gens demandent aujourd'hui, tu vois, dans l'instant présent, que qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter en plus, tu vois. C'est ça, j'avais entendu plusieurs artistes dire ça. La première fois que je l'avais entendu, c'était en 2014, c'était Dada Life. Et ensuite, j'ai entendu plusieurs artistes dire
au lieu de donner ce que les gens veulent, j'ai envie de leur donner ce qu'ils savent pas qu'ils voulaient en fait. Et ça, je trouve que j'avais lu même sur Reddit un mec, la question c'était comme how did you get into house, tu vois. Et le mec avait dit en fait je suis allé voir, j'étais allé dans un concert ou je sais pas quoi, et c'était pas du tout house. Et finalement le mec il a commencé à jouer de la house, mais à ce moment-là les gens connaissaient pas trop la house. Et ce mec, il a fait, en vrai, c'est pas mal ça. Et quand il est rentré chez lui, il allait regarder les trucs. Et bien voilà, sûr. C'est comme ça que tu fais découvrir aux gens, en fait, Bien sûr. Tu vois, la culture, il faut l'étendre aussi. Tu vois, il faut pas. Moi, j'ai eu plusieurs fois des gars qui venaient me voir et qui me disaient on adore ta musique et tout. Genre, c'est super cool ce que tu fais. Après, tu veux pas faire un petit peu plus intense, machin. Et j'étais là, c'est pas mon process, tu vois. Genre, en vrai, moi, je fais juste la musique dans ma chambre en pitjous parce que je suis bien, tu vois, et j'ai juste envie de poser un truc. Je le sors parce que je me sens assez confiant avec ma prod, et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, balèque, tu vois. Absolument. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a d'autres artistes, tu vois, qui émergent, et des fois, ça marche, hein, en se disant, putain, là, je sais pas, en ce moment, la techno, ça marche. Avant, je faisais de la house samplée, je vais faire full techno aujourd'hui, je vais essayer de me coller un petit peu à ce qui se fait vraiment, tu vois, et je vais essayer de sortir 1 ou 2 bangers. Je sais pas, 1 fois sur 10, ça marche vraiment, tu vois, et du coup, les mecs, peut-être c'est une bonne solution aussi, tu vois, parce que les mecs arrivent derrière à mettre en place aussi ce qu'ils voulaient mettre en place initialement, mais qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place avant, tu vois, parce qu'ils ont sorti ces 2 bangers extra. Donc, bref, en vrai, c'est hyper compliqué à appréhender, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que les gens ils restent quand même fidèles à eux-mêmes. Moi, en tout cas, j'essaye de rester fidèle à moi-même dans ma prod. En ce moment, j'essaye quand même de sortir un peu de ma case, dans le sens où j'ai découvert tellement d'artistes dernièrement que je me dis, putain, il y a quand même d'autres choses que la musique introspective ou machin qui me plaisent. Et il y a quelque chose à construire autour de ça, tu vois. Donc là, le projet sur lequel je travaille, c'est des sonorités différentes, c'est des percus différentes, tu vois, ça sonne plus UK Garage parce que je kiffe vraiment ça, tu vois. Et voilà, je pense que c'est juste un chemin. Et l'idée, c'est de pas... j'allais utiliser une expression un peu bof, tu vois, mais genre vendre son tu vois. Donc, je vois ce que tu veux dire. Et en tout cas, je pense que c'est naturel d'évoluer, par exemple. Et j'ai pas envie de cracher sur mon propre EP, mais genre, c'était un EP que j'avais finalisé il y a vraiment presque 1 an, tu vois. Et là, il a été relâché il y a pas très longtemps. Et il y a 2 raisons pourquoi j'arrive vraiment plus à l'écouter. De 1, parce que déjà, quand t'écoutes tellement de fois ton son en train de le mixer, t'arrives plus, tu vois. Et de 2, quand je l'écoute, je me dis, putain, mais c'est tellement plus mon goût, de 1. De 2, tellement plus mon goût. Ça a un peu changé. Et de 2, je trouve que mes skills en production ont bien évolué. Du coup, tu sais, tu commences à un peu écouter les fautes ou les trucs qui manquent ou je sais pas, des choses comme ça. Et du coup, je pense que parfois, c'est important de relâcher assez vite. Ça dépend des labels, des trucs comme ça. Mais enfin, la conclusion de tout ça, c'est que c'est naturel que notre goût, notre process, tout ça, ça évolue. Je pense aussi, il faut pas oublier d'où on vient, tu vois. Dans le cadre artistique toujours, mais tu vois, j'avais cette discussion aussi avec un collègue de taf qui lui c'est un digger, t'as jamais vu ça. Et en vrai c'est super cool de travailler avec lui parce qu'on peut parler son toute la journée et au lieu de tu vois, il m'envoie des Teams avec des tracks toute la journée. Trop bien ça. Et tu vois, ce gars il me disait un truc qui était super intéressant aussi, c'est que lui quand il découvre un artiste, il écoute la première ou la deuxième track qu'il a sortie, pas forcément les dernières. Parce qu'il veut savoir d'où l'artiste vient. Et quel cheminement il a eu, tu vois, pour arriver à ce qu'il fait aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant parce que ça te permet aussi de mieux comprendre, tu vois, ce que le gars il veut te dire dans sa dernière track, tu vois. C'est quoi le background, tu vois, genre qu'est-ce qu'il emmène avec lui, tu vois, pour pondre ce qu'il pond aujourd'hui, tu vois. Et je trouvais ça super intéressant et c'est pour ça que, bon, comme toi, tu vois, je réécoute pas forcément mes anciennes tracks, bien qu'elles soient encore dans mon ordi et que c'est marrant, tu vois, au bout de, je sais pas, 8 ans après, tu retombes sur un truc que t'as fait au lycée, c'est drôle. Mais je pense que ça contribue quand même aussi, tu vois, à ce que tu sors aujourd'hui. Absolument. Et ouais, moi, tu vois, il y a des prods, je les garde pour moi, mais je suis toujours fier de les réécouter parce que,
tu vois, la vraie inspi, ça reste la vraie inspi. Et je trouve que même en réécoutant ses prods, je me dis, putain, il y avait quand même un truc, tu vois. Absolument. Pas forcément abouti, parce qu'à l'époque, mes techniques de mixage ou machin, c'était éclaté, éclaté, tu vois. Mais, et même encore aujourd'hui, je continue à apprendre. On n'arrive jamais à 100%. On peut ouais, bien sûr. Je pense que, tu vois, là, aujourd'hui, je travaille mieux. J'ai encore énormément de choses à apprendre. J'essaie de me documenter. J'aime beaucoup les vidéos studio. Sur YouTube, tu vois, t'avais Disclosure à l'époque qui avait sorti pendant le confinement toute une série de live Twitch où ils expliquaient leur prod, tu vois. Genre vraiment, ils décomposaient leur track ou alors genre ils disaient bon bah vas-y, on fait une session, on va faire un son là. Et c'est hyper enrichissant de voir ces mecs travailler parce que c'est là que tu vois que les gars sont vraiment chauds, tu vois. T'avais MJ Cole aussi, je sais pas si tu connais. Non. C'est un peu le père de la UK Garage, genre pareil, qui faisait des sessions studio et c'est trop intéressant, tu vois. Donc ouais, je me suis un peu perdu. Mais... Ok. non, c'est ok. Et alors déjà, pourquoi FL Studio? Est-ce que c'était juste random comme ça? Tu t'es dit ouais, genre je suis tombé dessus. J'ai craqué le truc à la base. On commence comme ça. Hein. Et après, j'avais rencontré un artiste qui d'ailleurs aujourd'hui fait des projets hyper intéressants. Vous irez voir peut-être, il s'appelle Arthur Squared. Il avait un ancien pseudonyme avant qui s'appelait Holo. Et là aujourd'hui, en fait, il condense à la fois la musique et du contenu visuel, tu vois, sur les réseaux. Très très intéressant. Bref. Et ce gars m'avait dit, tu vois, moi pareil au début j'avais craqué et tout, mais en fait là j'ai décidé d'acheter le software parce qu'en fait, ça leur donne de la force aussi aux développeurs, tu vois, et là t'es sûr d'avoir un truc stable, machin. Je dis putain, c'est pas con ce que tu me dis, vas-y, allez hop, au lieu de m'acheter une paire de shoes, je m'achète FL Studio et puis Bamos, tu vois. Donc j'ai acheté le truc. Ensuite, je commençais à acheter des VST aussi. Je commençais à avoir pas mal de sample packs. Et je trouve il faut pas hésiter à continuer de s'enrichir, tu vois, en bibliothèque sonore parce que absolument. Enfin, au début, t'as toujours le truc un peu par fierté de te dire vas-y, mais je vais quand même réussir à pondre un truc avec peu d'éléments, tu vois. J'ai pas besoin de tout. Enfin, moi, c'est un peu cette mentale débile que j'avais avant, tu vois, mais je me disais vas-y, j'ai pas besoin d'aller chiner des VST, machin. Mais en fait, à un moment, t'atteins tes limites. Exactement. Donc là, aujourd'hui, quand je peux, quand j'ai un peu de thunes de côté, j'essaye d'acheter, tu vois. Exactement. Mais j'ai pas beaucoup j'ai même pas du tout d'éléments externes. Le seul truc que j'ai, c'est un clavier MIDI 64 touches, je crois. Un truc comme ça. Mais sinon, tout est dans l'ordi. Mais j'ai quand même comme projet de commencer à acheter de l'analogue. Ok, genre compresseur ou des synthés ou... Ouais, plutôt des synthés, tu vois, genre des Minimoog ou... T'as le Juno aussi, mais bon, le Juno, c'est rush, tu vois. Mais Juno, Prophet, tu vois, tous ces trucs avec des sons hyper purs, je pense que ce serait de l'analogue qui me correspondrait bien, mais bon, on verra. Ça, ce sera dans un second temps. Pour l'instant, je me concentre à faire de la bonne musique, autant que possible. Exactement. Et en parlant d'enrichir sa librairie, pour ceux qui ont besoin du rappel, backup your files. C'est important parce que ça m'est arrivé une fois où j'ai tout perdu et putain, comment c'est... Moi là j'ai un disque dur mais qui commence à saturer, il faudrait que j'en rachète un. Exactement. Mais ouais, hyper important, Exactement. Et du coup, quand tu parles de UK Garage, etc., j'ai vu que tu avais des connexions avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne de manière générale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais. En gros, j'ai vécu quelques mois à Bristol. C'était pendant le confinement, donc relou. Mais ça m'a pas empêché de faire la teuf. On était en résidence étudiante. Tu sais, on était confinés entre nous. Donc on s'en foutait de choper le Covid. Bref. Et donc là-bas, quand j'étais sur place, du coup, qui dit confinement dit pas mal de temps dans sa chambre. Donc là, je produisais beaucoup. Mais je vivais avec des colocs qui écoutaient pas mal de sons. Dont pas mal de drum and bass en vrai. Tu vois, en Angleterre, ils sont vraiment... ça dépend un peu des lieux, je pense. En Angleterre, j'ai juste fait Bristol et Londres. Mais en tout cas, à Bristol, j'ai remarqué qu'ils écoutaient pas mal de drum and bass. J'adore la drum and bass. Surtout quand je fais du sport. Quand je cours, c'est hyper cool. C'est de la musique hyper rythmique. En général, tu peux avoir de la mélodie, tu vois. Absolument. Tu peux avoir aussi, exactement. Mais tu peux avoir aussi de la drum and bass un peu plus agressive.
Et donc, ouais, j'ai connecté avec des gars là-bas, mais tu sais, juste des petits jeunes qui kiffaient du son, etc. Et du coup, j'ai gardé de vrais amis sur place, en fait, qui travaillent pas dans la musique ou quoi, tu vois, mais juste des vrais potes. Et je me suis dit, mais je vais y retourner, tu vois, c'est sûr, etc. Ouais. Et en fait, dès l'année dernière, quand j'y suis retourné, on m'a invité à mixer, tu vois, à une soirée informelle, etc. Donc j'ai joué là-bas. C'était quand ça ? C'était en avril 2023. Ok. Je crois. Ouais. Donc il y a à peu près un an. Ouais, il y a un an. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je venais de release une track qui s'appelle Brandon Hill. Ok. Pareil, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et c'est une track sur laquelle j'ai bossé avec une fille que j'avais rencontrée là-bas, une amie. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, je l'avais écouté. Merci quand beaucoup. tu faisais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. C'est cool. Ouais. Et en fait, l'idée derrière cette track, c'était de dire, en fait, moi quand j'habitais là-bas, il y avait un lieu que j'aimais énormément. C'était une colline en fait au centre de Bristol qui surplombait la ville et qui s'appelait Brandon Hill. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire un truc qui se rapproche à ça, parce que je kiffais vraiment les moments que je passais là-bas, etc. Et du coup, il y a eu plusieurs versions de la track. J'ai travaillé sur la track pendant 1 an, je pense. Et après, quand j'ai eu une version qui me plaisait suffisamment, je me suis dit qu'il manquait un truc, tu vois, il manquait une touche un petit peu perso. Et du coup, j'ai eu l'idée de contacter cette pote, et je lui ai dit, bah écoute, voilà, je bosse sur un son qui va s'appeler Brandon Hill. Et je me suis dit, ce serait marrant, tu vois, si toi, t'avais des anecdotes à me raconter sur ce lieu, tu vois, et que je puisse les plug dans la track. Ouais. Et en fait, il se trouve qu'elle avait rencontré son copain de l'époque sur cette colline. Ah, ok. Et donc, elle avait plein de choses à me raconter, forcément. Et du coup, elle m'a envoyé genre pas mal de vocaux. Et j'ai dit putain, c'est trop cool et tout. Et du coup, j'ai fait un peu le tri, j'ai bossé les vocaux et je les ai ajoutés sur la track. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ce rendu in fine. Et donc ensuite, quand il y a eu cette date, on a joué la track, machin. Il y a eu un petit engouement déjà. Les gens étaient un peu... ils étaient vraiment dedans, tu vois. Ils se sont dit putain, c'est qui ce petit français, il arrive et tout. Genre, tu vois, ça intrigue un peu. Ouais. Mais à l'époque, tu vois, comme aujourd'hui, j'étais encore novice. Et du coup, là, au Nouvel An, juste avant le Nouvel An, j'ai été contacté par des gars de là-bas, donc des potes de potes, qui m'ont dit vas-y, nous, on va privatiser un lieu, genre, on aimerait bien organiser une soirée. T'es chaud de venir jouer, on te ramène, machin. Je dis carrément les gars, let's go. Et du coup j'ai ramené 2-3 potes avec moi et on est parti au Nouvel An et j'ai joué à Bristol. Et ça m'a permis de rencontrer quelques personnes du coup qui s'intéressent beaucoup à la musique là-bas. Dont un label local sur lequel il y a une artiste qui est signée et je bosse en ce moment avec cette artiste sur une track, donc cette fois une track où elle va chanter. Donc je bosse en ce moment sur les acapellas. Et l'idée, ce serait peut-être d'organiser un event sur place dans quelques mois. Une sorte de release party, tu vois. Trop cool. Est-ce que tu as un nom ou pas encore pour la track ? J'ai pas de nom. En fait, ça aussi, c'est un truc. Je me suis rendu compte que... Tu sais, c'est des trucs un peu psychorigides, mais je me suis rendu compte que quand je nommais mes tracks, quand je les commençais, j'arrivais pas à les terminer. Ouais, généralement, tu sais, quand tu mets Open Project, tu vois tout le temps, c'est un mode 10 trucs, 1, 2, c'est... Je sais pas, je trouve le nom aussi, c'est quelque chose d'hyper expressif. Et genre moi quand je regarde le nom, tu vois, ça m'évoque un truc. Donc ça veut dire que quand je mets le nom, j'ai une idée derrière la tête. Si j'arrive pas à la concrétiser, tu vois, ça me bloque. Et c'est exactement pourquoi, parce que j'avais Google pourquoi autant de Mozart et tout ça, ils nommaient pas leur track. C'était en mode truc en F mineur, etc. Mais je saurais pas t'expliquer pourquoi, tu vois, mais il y a un truc un peu psycho. Mais c'est parce qu'ils voulaient pas donner à la personne, enfin surtout quand ils écrivaient ou voilà, exactement comme t'as dit, ils voulaient juste la musique et rien qui... exactement, c'est assez intéressant. Je savais pas du tout. C'est intéressant. Mais ça me fait vraiment ça, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, après, ma bibliothèque ne ressemble plus à rien. Enfin, ma bibliothèque FL Studio, elle ressemble plus à rien parce que t'as UK Garage 1, UK Garage 2, UK Garage 3, tu vois. Parfois, j'arrive même plus à retrouver mais moi, je passe 10 minutes à chaque fois à retrouver la track sur laquelle... exactement, Donc, tu vois, c'est un peu le revers de la médaille. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, bref, j'ai pas nommé cette track, mais je bosse dessus là en ce moment. Et donc ça a été ma vraie première connexion avec l'Angleterre. J'espère qu'elle va pouvoir continuer, tu vois, parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose avec eux. Enfin,
c'est des gens qui m'inspirent énormément et je trouve qu'il y a une vraie culture musicale. On parle beaucoup en Europe, tu vois, de la culture berlinoise, etc., que je ne connais pas encore, mais j'espère y aller d'ici septembre. Mais l'Angleterre, il y a vraiment beaucoup d'influences, tu vois, t'as la jungle, t'as drum and bass, UK garage, t'as la drill, enfin, t'as énormément de courants, tu vois, qui se confrontent, et du coup, t'as plein d'artistes qui sont pas forcément connus ici en France, tu vois, mais qui sont hyper talentueux en Angleterre et qui font du trop bon son, tu vois. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à... Même, tu vois, le rap, aujourd'hui, j'avais une grosse phase où j'ai arrêté d'écouter du rap. Et quand je suis allé là-bas, j'ai redécouvert des rappeurs, tu vois, qui rappent en UK, avec l'accent UK. Et ça claque, tu vois. Ça claque de ouf. Absolument. Et du coup, maintenant, j'essaye de diguer à mort, tu vois. Dès que je trouve un nouvel artiste UK qui rappe, qui est trop chaud, moi, je prends dans ma bibliothèque, tu vois. Donc ouais, et là, l'autre truc, c'est que Londres, j'étais allé il y a longtemps, mais qui dit longtemps dit petit, j'allais pas en boîte, tu vois. Et j'y suis retourné il y a un mois avec un pote qui habite sur place, qui s'intéresse énormément à la musique aussi. Et du coup, on a fait 2-3 lieux trop sympas. On a fait le Coco. Ça, je trouvais que c'était encore une boîte conventionnelle, mais le lieu était très particulier. C'est un ancien théâtre qui a été réaménagé en boîte. Donc quand tu dis conventionnel, c'est le look ou la musique ou quoi ? Là, c'était plutôt la musique. Ok, d'accord. Je me suis pas senti dépaysé. Enfin, le lieu est très particulier. Genre, c'est un théâtre et tout. T'es là, ah ouais, putain, c'est chaud, tu vois. Mais l'ambiance, la musique et tout, je me suis pas trop senti dépaysé non plus. Après, il m'a amené dans un lieu qui s'appelle Hackney Wicks. Je sais pas si tu connais. Non. C'est des sortes de docks vers East London, il me semble. Où là, t'as un peu la jeunesse hypée de Londres qui se rencontre. Genre très très bonne vibe, les gars ils sont là, ils sont en train de boire un coup, tu vois, ils échangent, ils se connaissent pas. Moi j'ai rencontré plein de gens là-bas, trop sympa. T'as des gars qui mixent au vinyle un petit peu, genre ça mixe de la UK, ça mixe un peu du Peura ou de la Mapiano, tu vois, enfin hyper intéressant, genre des lieux hyper cosmo, tu peux rencontrer plein de gens. Et ça m'a trop parlé, tu vois. Ça m'a trop parlé. Et ensuite on a fait un autre lieu. Et là c'était vraiment genre, je me suis dit ah ouais non c'est trop, c'est le Drum Sheds. Je sais pas si t'en as entendu parler. En fait, donc peut-être tu connais Printworks. Ouais, je connais Printworks. Ouais. En fait, Printworks a fermé. Ouais, je me rappelle. Ouais. Mon pote allait la dernière soirée avant que ça ferme. Ouais. Ça, j'ai pas eu l'occasion de faire. Je suis deg, mais je crois qu'ils avaient reparlé de le réouvrir. Ah, c'est vrai ? Ouais, je sais pas. Ouais. Et bref, et du coup, ces gars-là se sont dit, ok, on va pas s'arrêter là. Et ils ont racheté, il me semble. Je crois que c'est eux, je suis quasi sûr que c'est eux, mais ils ont racheté un ancien Ikea. Un ancien Ikea, au nord de Londres, et ils l'ont transformé en warehouse. Mais attends, parce que c'est un Ikea plat, c'est pas plusieurs étages, c'est genre... Si. Ah oui, putain, c'est ouf ça. Je parle d'un Ikea avec un... Je prends un escalator pour aller à l'autre scène. Ouais, en gros, ils ont vraiment... tout détruit à l'intérieur et ils ont vraiment transformé le truc en warehouse. T'as plusieurs niveaux, tu vois. Mais c'est vraiment ambiance warehouse, underground, etc. Mais ce qui m'a vraiment fasciné aussi, c'est que la manière dont ils appréhendent la fête, tu vois qu'ils prennent le truc vraiment au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont bouclé le quartier. Ils font ça tous les week-ends. Ils bouclent le quartier. T'as une sécurité pas possible. Tu vois, t'as des chiens, machin. Et tu rentres dans un lieu où juste t'as une capacité de 15 000 personnes. C'était sold out. La main stage, c'est 5000 personnes et t'es en boîte. Et là, tu dis, ouf, ça. Et là, tu dis, ah ouais, c'est autre chose, tu vois. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une line-up ce jour-là. Je pense que c'est la meilleure line-up que je puisse avoir, en tout cas moi, en termes d'inspiration et tout. Manquait que Fourtet, tu vois, je pense. Mais là, en gros, c'était Bonobo qui organisait la soirée. Enfin, c'était même pas en soirée, c'était de midi à 22h. D'accord. Et t'avais vraiment, genre, toute la scène UK, genre Jasper Tigner, Molgrab, Salute. Je sais pas si tu connais bien sûr, je connais Salute. Salute, c'est... Salute, j'étais en backstage avec lui quand il a joué à Xoyo, parce que c'est mon pote qui, à un moment, le manager... Il a joué où Xoyo, X-O-Y-O. Ah oui, ok. Quand j'étais à Londres. En fait, au début, je savais même pas c'était qui, tu vois. C'est mon pote qui m'a dit, non, mais il le manage, enfin, il aide avec des trucs, etc. Il a fait des gros trucs. Ce gars-là...
Je pense que c'est le mec qui me hype le plus en ce moment parce que c'était bien, il a fait des bons trucs. C'est un gars. En plus, il a l'air hyper humble, tu vois, mais c'est un gars, il te retourne une scène sans aucun problème. Et là, les derniers projets qu'il a sortis, ils sont tellement méchants, tu vois. Et il prépare un album d'ailleurs qui sort début juillet, je crois. Je fais la pub à tout le monde comme ça. Mais non, mais genre vraiment lui, je pense que c'est le mec, tu vois, que j'attends le plus au tournant parce que j'aime beaucoup trop ce qu'il fait, j'aime beaucoup trop sa vibe. C'est de la UK, tu vois. Mais c'est hyper bouncy, mais c'est très rapide et tu peux facilement le jouer avec de la techno. Exactement. Et il sort un album qui va être mi-UK, mi ce qu'il a l'habitude de faire, mi peut-être techno, j'en sais rien, mais je suis hyper intrigué, ça va être trop bien. Et du coup, je l'avais déjà vu à Paris, je l'avais vu au Badaboom. Il avait joué il y a 1 an, il a joué il y a pas très longtemps à la Machine du Moulin, avec DJ Boring, mais j'y étais pas. Mais ça avait l'air vraiment charmé. Si on est en même temps, enfin au même moment à Londres et t'as envie qu'on aille le rencontrer, carrément, trop. Mais moi, ça parce qu'il était tout le temps dans le studio avec lui. Mon pote. Bah là maintenant, je pense qu'il a pris aussi un galon, tu vois. Là, le gars, il est sur la stratosphère. Mais là, du coup, je les ai vus eux. Molgrab, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais c'était toujours hyper cool, tu vois. Et bref, ce lieu m'a vraiment marqué, tu vois, parce que je me suis dit, il y avait une telle énergie. Il y avait une telle énergie, tu te sentais bien, tu te sentais safe, il y avait de l'espace, mais c'était sold out, t'étais entouré de 15 000 personnes, mais t'es pas oppressé, tout le monde est dans la même vibe, tout le monde sort pour écouter du son et pas forcément pour se mettre une caisse, tu vois. Et vraiment, je me suis senti bien, tu vois, et je me suis dit, putain, mais c'est dans ça que j'aimerais baigner, c'est ce genre de public que absolument, j'aimerais fréquenter. Je me rappelle, il avait conquis son public, il les prenait en roller coaster. C'est indiscutable. Énergie ce gars-là, c'est électrique. Indiscutable, tu vois, même Bonobo, genre, il est dans une démarche, bon, je lui en veux un peu parce qu'il a annulé sa date à Paris, j'avais pris mes places, il a pas communiqué là-dessus, mais bon, bref, il a ses raisons, potentiellement, mais ouais, non, mais du coup, tout ça pour dire que la vibe UK, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. À Paris, c'est très cool que les gars dont je te parlais tout à l'heure, Half Pipe Records, là, ils ramènent, tu vois, ils ramènent ce style sur le devant de la scène à Paris. Ils maîtrisent vraiment le sujet. Et moi, je suis allé à 2 de leurs soirées, une soirée en péniche il y a une semaine et demie, et ils m'ont invité aussi à leur release party. C'était mercredi de la semaine dernière au Virage. Les gars ont rempli le Virage sans aucun problème. Une line-up de zinzin. Mais tu vois, toujours avec des artistes un peu locaux, mais des mecs super talentueux, avec énormément d'énergie, trop bonne vibe. Et vraiment, je me suis régalé. Et ça me rassure, tu vois, de voir qu'il y a des gars qui peuvent implanter un truc comme ça, tu vois, sur Paris. Et qu'il y a un public en face, tu vois. Genre, la scène UK, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Je pense qu'il y a énormément de styles qui se confrontent, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je pense vraiment que le public, en tout cas parisien, et même en France en général, tu vois, serait hyper friand de ce style-là, tu vois. Donc il y a vraiment un truc à faire. Ok, bah écoute, trop bien. Je suis complètement d'accord avec toi que quand ils arrivent à déjà transférer ça et avoir toute cette énergie sur scène et tout ça, c'est vraiment génial. Bon, je vais un tout petit peu passer du coq à l'âne, mais niveau santé mentale. Déjà, une question générale. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les obstacles que tu as pu avoir tout au long de ta carrière musicale, que ce soit des obstacles techniques dans la production ou santé mentale ou des choses qui sont passées pendant des gigs ou... En fait... Je pense que mes plus grosses frustrations, ça a été les périodes où j'avais pas une grosse productivité, tu vois. Une grosse inspiration, etc. Et en fait, c'est des périodes qui te font un peu rentrer dans le doute sur ce que tu fais, sur est-ce que tu as atteint tes limites musicalement. Tu te dis putain, je vais plus jamais réussir à faire du bon son. Ce que j'ai fait avant, ça m'enjaille plus, tu vois. Et ce qui est beau, c'est que t'as toujours un moment où le truc revient, tu t'y attends plus du tout, tu vois. Et t'es hyper un peu grateful, tu vois, entre guillemets. Genre tu te dis putain, j'ai bien fait de pas perdre foi au truc, tu vois. Donc je pense que ça a été un truc que j'ai eu sur plusieurs années. Entre mes différents EP, tu vois, il y a toujours eu des phases... Là, je recommence à produire depuis 5-6 mois.
Mais avant ces 5-6 mois, genre pendant un an, je pense, j'ai eu une période où j'arrivais pas à pondre un son. Et ça m'angoissait énormément, tu vois, parce que je commence vraiment à kiffer la musique pour le coup. Et le plus ça t'angoisse, le plus ça fait un cercle vicieux, tu vois. Absolument. Exactement, et tu te poses énormément de questions, etc. Bon, après, moi, j'ai pas mal de choses à gérer. J'ai mon taf à côté à gérer. Je fais beaucoup d'allers-retours aussi à Toulouse, parce que j'ai des dates à Toulouse, etc. Je viens de Toulouse, du coup. Donc, t'as la fatigue aussi qui rentre en compte. Petite parenthèse, est-ce que t'as des dates là prochainement ? Ouais, je joue. En gros, on vient avec un pote. Enfin, j'ai un pote qui vient de créer un collectif à Toulouse qui s'appelle Soul Seeker Posse. Ah, je pense que j'ai c'est possible, parce qu'on communique pas mal dessus. Et donc, je fais partie de cette structure maintenant. Et l'idée, c'est en fait d'apporter quelque chose de nouveau dans le sud. Tu vois, parce que faut dire ce qu'il y a, on a notre zone de confort musicalement parlant et on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, tu vois, des vrais bangers house ou tu vois, des trucs un peu nichés que les gens connaissent pas forcément, etc. Donc on a fait un peu le pari de se dire, vas-y, on va tenter quelque chose de nouveau, on va essayer d'attiser un peu la curiosité et puis on va voir ce que ça donne. Et là, on avait lancé mon pote a lancé ses launching parties, je vais y arriver. Là, on a eu la dernière, c'était quand ? C'était le week-end dernier, c'était très cool, bonne énergie et tout machin. Et là, en gros, on organise une date pour la fête de la musique à Toulouse le 21 juin avec une autre structure qui s'appelle Forward. C'est pas Person Down, ton pote Person Down, c'est un très bon pote à moi. Ah, ok, mais c'est pas lui. Le DJ, c'est Freck Monica. Ah, ok. Mais Person Down, c'est un très 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 bon pote à moi. J'ai joué avec lui au Badaboom, à l'appart. Ok, trop bien. Je me souviens qu'il avait. Ok, je savais pas qu'il avait joué avec toi. Ok, trop bien. C'est un très bon pote à moi de Toulouse et on joue dans les mêmes lieux, donc on se connaît très bien. On écoute pas mal les mêmes choses, tu vois. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on peut échanger un petit peu des tracks, tu vois. Des fois, je lui envoie des tracks, des fois, il m'envoie des tracks, des fois, je lui envoie des unreleased. Il me dit, ah ouais, putain, cool, machin. Donc, vraiment bonne connexion. Donc, tu vois, il y a des gars qui s'intéressent à la musique à Toulouse. L'idée, c'est juste, tu vois, de porter un projet cohérent, structuré, qui puisse faire mouche au bon moment, tu vois. Et là, la collab qu'on fait le 21 juin, c'est donc avec Forward. Et c'est pour la fête de la musique. Exactement. Et Forward, en fait, avait fait, j'étais pas là, mais ils avaient organisé une journée culture dans un lieu à Toulouse où t'avais des mecs qui jouaient en live au centre de la scène. T'avais des DJ sets aussi, et ils ont vraiment réussi à glaner du monde, tu vois, genre. Et c'est ce qui nous a fait aussi nous dire qu'il y a un public, il y a un truc à faire, il y a des gens qui sont curieux, il y a des gens qui veulent découvrir la nouvelle musique. Et c'est dans cette perspective-là qu'on organise cette date, du coup, le 21 juin. Et voilà, j'espère qu'on va ramener du monde, j'espère que ce sera toujours vibe, tu vois, que je pourrai passer mes tracks UK. Trop cool. et voilà, mais ouais, tu vois, je pense que c'est toujours des paris risqués, tu vois, de tenter des choses... tu vois, hors de Paris, en vrai. Après, t'as quand même quelques villes en France qui bougent, tu vois. Genre, t'as Bordeaux, on m'a dit, qui bouge pas mal. Je crois que Lyon aussi, t'as une petite scène, etc. Mais Paris, ça reste Paris. C'est la capitale, c'est un éclectisme. Parce que dans toutes les villes, il y a beaucoup de techno, mais pour trouver les niches, Paris, vu que aussi c'est Paris, tu peux une capitale, exactement. Une capitale, ça reste une capitale. Tu vas toujours trouver des gens qui kiffent ça ou ça. Mais tu vois, et même ce collectif, l'idée aussi, c'est de le ramener sur Paris. De proposer quelque chose à Paris, et même tu vois, d'inviter les artistes parisiens, si ça les intéresse, à les faire descendre dans le sud. Trop cool, à organiser de vrais events, tu vois, à les présenter au public toulousain, etc. Donc, il y a cette idée, et du coup, on va porter ce projet autant qu'on peut trop cool. Sur les mois à venir. Et ensuite, en autre date, et ça, c'est une date qui me plaît beaucoup, tu vois. C'est le festival Les Locomotives Normandes. C'est un festival qui va se dérouler à la fin de l'été, fin août, début septembre. Et donc, ils sont en train de dévoiler la line-up. Et c'est un collectif qui s'appelle Bigger Life. Qui organise énormément de soirées sur Paris, notamment au Yo-Yo, où ils ont énormément de succès, ils font sold out tout le temps, vrai DA, etc. Les mecs sont très sérieux. Et ils organisent un festival à la fin de l'été, et j'ai été invité sur la line-up.
Trop cool. Et donc, bon, je peux parler de quelques artistes qui sont sortis. Je peux pas parler de tous les artistes qui sont pas encore sortis, du coup. Mais tu vas avoir Deborah M. Labagarre qui joue. Tu vas avoir d'autres gros guests. T'as les gars d'Halfpipe Records aussi qui jouent. Trop cool. Donc, il y aura du beau monde, je pense. Et ça va être un très bon event. Donc, ça, j'attends cette date avec impatience. Et voilà, hyper content qu'il y ait des projets à venir. Trop cool, parce que dans la description je vais mettre ton Insta et tout ça, comme ça vous pouvez aller voir et vous pouvez aller prendre des billets. Avec plaisir, avec plaisir. Exactement. La billetterie est sortie, donc, trop cool. Sortez l'échiquier. Ouais. Trop cool. Et du coup, pour revenir un peu à quand tu as eu des frustrations, quand voilà, qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as pu trouver comme mécanisme, je veux pas dire de défense, mais des mécanismes qui t'aident à tolérer ça, à surmonter ça, à vraiment overcome le truc, quoi. Ouais, je vais encore le ramener à la musique, mais moi, en tout cas artistiquement, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de d'étendre le champ des possibles avec ce que j'écoute, tu vois. Okay. Et moi, en tout cas, dans mon cheminement, tu vois, il y a toujours eu des artistes pionniers, tu vois, qui m'ont fait prendre des virages, qui m'ont fait reprendre confiance en ma musique, etc. Tout à l'heure, je te parlais de Fourtet. Fourtet, ça a été vraiment un mec où je me suis dit, putain, reprends confiance en tes sons, fais-toi plaisir avant tout, genre, fais n'importe quoi si t'as envie de faire n'importe quoi. Je trouve que ça, c'est hyper important parce que, par exemple, quand j'avais une date limite ou un truc, enfin, quand je prends trop au sérieux le truc, je trouve que ça me bloque et ça me frustre et t'arrives plus. Et faut pas. Et dès que je me dis, en fait, j'ai juste envie de faire doodles, jam, je m'en fous. Et c'est là où, en fait, je prends un truc trop cool parce que je me prends pas la tête et le flow, il arrive. Et tu vois, ça, par exemple, on pourrait aussi parler des exemples des gigs où t'as pas grand monde, tu vois. Ça, je pense que c'est la frustration un peu de tous les artistes. Genre, t'arrives, t'as pas... Et moi, ça m'est arrivé. J'ai eu ça beaucoup de fois. Ça m'est arrivé, tu vois. Et ça m'arrive encore. Mais en fait, c'est là que tu te dis, si t'arrives pas à prendre du plaisir dans ce que tu fais, ça veut dire que tu le fais pour les autres, tu vois. Et l'art avant tout, on le fait pour nous. Hein. Exactement, c'est hyper important de se recentrer sur soi-même. D'ailleurs, aujourd'hui, je repostais dans ma story un truc de Skepta. J'adore Skepta. C'est lui qui m'a fait rentrer dans le UK il y a très longtemps. Skepta, je sais pas, c'était un discours, je sais plus sur quelle scène, qui a dit un truc qui m'a trop fait plaisir et trop marqué, tu vois. Il disait que en fait, genre les temps changent. Les temps changent, aujourd'hui t'as les réseaux sociaux qui dictent un peu tout ce qui doit se passer, tu vois, genre si tu fais pas de la musique qui est conforme à ce qui se fait, t'es un peu chelou, machin. Mais en fait, il disait in fine, oublie pas pourquoi tu fais ton truc, oublie pas pourquoi telle mélodie elle te stimule, oublie pas les gens qui te filent de la force aussi. Et genre voilà, il disait you're great, machin. Comment on dit sustainable en français? Genre justement, je pense que si tu commences à dévier de ça, de pourquoi tu kiffes, c'est pas sustainable en fait. À un moment, c'est du durable, clairement. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment genre tu vois, se regarder dans un miroir et pondre ce que tu vois dans le miroir, tu vois. Et ouais, après, tu vois, il y a un autre truc aussi avec un peu cette histoire de santé mentale que je pense je l'ai pas, en tout cas musicalement. Après, tu vois, j'ai ma vie à côté, j'ai mes hauts et mes bas. Des fois, le taf, ça peut être stressant, des fois, ça va. Normal, absolument. Mais je pense que, tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu énormément de succès, qui ont trouvé une certaine complaisance à être tristes. Ou en tout cas, bon, je prétends pas savoir ce qui se passe dans leur tête, tu vois, mais je sais qu'il y avait eu des mouvements, tu vois, où t'as des artistes qui utilisaient énormément leur tristesse pour produire de la musique. Et je pense que moi, j'ai eu une phase comme ça à un moment donné, où, tu vois, quand ça allait pas trop, j'essayais de me focus sur la musique et d'exprimer ma tristesse, etc. Et je pense que c'est très intéressant quand même, parce que, tu sais, t'es alive, genre t'es dans le moment présent, et du coup ce que tu sors c'est vraiment c'est un truc spontané, tu vois, et c'est un truc qui, tu vois, c'est de l'inspiration pure. Mais je pense qu'il y a un piège aussi in fine, dans le sens où la musique c'est pas que de la tristesse, c'est pas que des choses moroses, etc. Tu vois, moi quand je vais en boîte, genre c'est pas des choses moroses qui me font danser, tu vois. Et au début j'avais du mal à l'entendre, ce discours. Et au final, tu vois, même en allant en Angleterre et tout, je me suis dit, putain, mais en fait, non, genre, juste fais du son, sors
sors de tes espèces de psychodrames, machin, et juste poste ton truc, tu vois. Si ça doit être un truc triste sur le moment, c'est un truc triste sur le moment, mais ne te mets pas des œillères, tu vois, genre ne bloque pas ton process juste parce que tu te dis non mais en fait il y a que la pour musique triste qui me stimule, tu vois. Et je pense que c'est super important, tu vois, parce que combien d'artistes on a entendu qui tapent des dépressions, qui tapent des machins, parce que je pense aussi que t'as beaucoup d'artistes qui se nourrissent de ce truc, tu vois. Et c'est un cercle vicieux, en fait, parce que tu t'engouffres dedans et pour en sortir, tu vois. C'est dur. Ça a un peu à voir avec ce que tu dis, mais enfin, un peu différent, mais en gros, il y a une histoire assez intéressante, je sais pas si tu la connais peut-être, mais en gros... c'est l'histoire de... Il y avait un mec, je pense que c'était le lead vocaliste, ou peut-être le batteur, je me rappelle plus, mais en gros, il était à LA, et il était dans une bande, tu sais, guitare, drummer, tout ça, etc. Finalement, ils sont allés à New York parce qu'ils ont eu un super deal avec un putain de label. Et en fait, quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient trop contents, ils ont fait la fête le soir, etc. Le lendemain, ils se réveillent avec toute l'équipe qui est autour de lui, sur sa bande, avec un billet de bus, en mode tu rentres à LA, on va trouver un autre lead vocalist. Et du coup, dans le bus, il est passé un peu par les 5 étapes de griffe, en mode putain, trop triste, puis ensuite en mode putain, pourquoi est-ce que je suis pas assez bien. Et quand il est arrivé à LA, il s'est dit bon, en fait, je vais former une bande, ça va être la meilleure bande, ça va être mieux que les autres, tu vois. Et en fait, cette histoire, c'est par rapport à ta valeur et ton métrique. Donc, ta valeur, c'est ce que tu vas atteindre. Ton métrique, c'est à quel point tu es en train de l'atteindre, tu vois. Et du coup, il a formé une bande, il a trouvé le meilleur batteur, il a trouvé le meilleur truc, ils sont entraînés comme des malades. Il a formé Megadeth, tu vois. Et du coup, ils avaient des centaines de milliers de fans, etc. Pas de chance, la bande qui l'attège, c'était Metallica. Ok, relou. Et du coup, dans un interview, il n'y a pas hyper longtemps, alors que tu sais, il a des millions de fans, il est à peu près riche, on peut dire, etc. Il a pleuré parce que sa valeur, c'était toujours être mieux que Metallica, et sa métrique, c'est qu'il a pas atteint en fait. Et du coup, genre, quand tu te cèdes une valeur comme ça inatteignable ou des trucs comme ça, lui, pourquoi il faisait de la musique, qu'est-ce qu'il poussait, c'était ça. Ça peut être n'importe quelle raison, mais j'ai pas envie de dire que c'est malsain, mais genre, tu sais, c'est subjectif comment tu le vois, mais je pense que, tu vois, il a peut-être oublié de se recentrer sur lui-même. Exactement. Pour lui, c'était en mode nique ces mecs, j'ai envie de montrer que je peux, etc. Encore une fois, c'est pour ça que tu vois, la musique avant tout. Et c'est un gros débat d'ailleurs. Tu vois, même en DJ set, il y a un gros débat de dire est-ce que tu mixes pour toi, tu mixes pour les autres. Et en vrai, au début, moi j'étais là en mode mais je mixe pour moi, fais pas chier les gars. Et en fait, la question elle est pas si simple que ça, tu vois. Parce que aujourd'hui, je pense que. Enfin, c'est mon avis d'aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'il faut quand même inviter les gens. Ouais, c'est un peu ton taf de gérer les scènes. Exactement. Mais je peux aussi te poser une question et ça va un peu plus tourner vers si tu le fais pour toi ou pas. Je te vois pas faire des mariages ou des anniversaires. Eh ben, écoute, mariage, j'ai toujours refusé, j'en ai fait un pour un très très bon pote. Ouais, quand c'est pour des potes c'est différent, tu vois, mais quand c'est une prestation, c'est pour le mettre bien. Mais sinon je refuse tout ce qui est mariage. Voilà, alors que tu vois, en vrai je pourrais en tirer beaucoup de thunes, c'est des choses qui rémunèrent. Et c'est là où tu te dis est-ce que c'est pour les autres, tu vois, artisanat ou artiste. C'est des choses qui rémunèrent énormément, tu vois, si je disais oui à mes mariages, machin, ça me ferait grave des thunes. Mais j'ai toujours refusé parce que en vrai, je kiffe vraiment le son, tu vois, et je veux me faire plaisir quand je te faire des requests de pas que je crache sur ça, mais Katy Perry, je sais pas quoi, c'est pas trop ton truc. Bien sûr, tu vois, c'est pas pour ça que tu le fais. Non, je veux vraiment, tu vois, quand je me mets derrière une platine, quand je me mets derrière l'ordi, il faut que je prenne il faut que tu t'exprimes, faut que je prenne du plaisir un minimum, tu vois, sinon ça m'intéresse pas. C'est exactement ça. Sinon, je suis totalement d'accord. Je rentre chez moi, tu vois. Oui, exactement. Donc non, ça c'est super important pour le coup, et c'est bien que tu me poses la question en plus parce que pour le coup, j'ai vraiment toujours refusé ces trucs. Pas parce que je me dis vas-y, je suis au-dessus de ça. Non, mais c'est pas ça. Non, mais je suis totalement d'accord avec. Je compatis totalement. C'est pas ma démarche. C'est pas ce vers quoi je veux tendre, tu vois. Moi ce que je veux faire, c'est mettre en place un projet et le présenter aux gens quand je me sentirai bien avec ce projet moi-même déjà, tu vois, quand je me dirais putain, moi je me sens bien quand j'écoute cette musique et voilà, je veux en faire profiter certains si jamais ça match, tu vois, avec les gens. Et tu vois, je pense moi, les meilleurs compliments que j'avais reçus, c'était pas des t'as fait de la bonne musique ou
ouais, c'est cool, c'est bien balancé, machin. Je pense c'est vraiment, tu vois, ça a dû m'arriver 2-3 fois. Bon, pour les gens un peu plus connus, ça doit arriver tous les jours. Mais je trouve ça trop précieux. C'est vraiment les gens qui t'envoient un message, ils sont à l'autre bout du monde, de States ou machin, et qui te disent, gars, j'ai écouté ta musique. Et genre, je comprends ce que tu veux dire. Ou genre, ça m'a vraiment stimulé. Ou... Ça, c'est un feeling que tu pourras jamais avoir. Mais ça, c'est le truc, tu vois, où tu dis, putain, hop, j'ai fait mouche, tu vois, j'ai fait ma connexion. Tu sais, je sais pas si tu connais l'artiste Davi, il fait de la house organique, DAVI. Bref, quand j'étais au Vietnam, j'ai vécu un an au Vietnam. Et en gros, quand il y avait un moment où j'avais fait un trajet, j'avais ma moto et j'étais dans les montagnes. Et j'écoutais son album qui s'appelait Metayona. Et je te jure, je transcendais à des moments parce que j'étais dans la nature, il y avait les vaches. Et du coup, après, j'ai envoyé un message. Et je lui ai dit, genre, que vraiment, cet album, ça m'a vraiment transporté. J'ai adoré. Tu m'as vraiment, tu sais, voilà. Et il m'a mis en story. Et il a dit, tu peux faire un putain de set, mais... c'est les chansons qui peuvent être un peu timeless, ça peut être un hard and tedious journey, mais it's all worth it in the end et tout. Et là, ça m'a touché. Clairement. J'étais en mode genre, tu vois, pour lui, c'était ça l'a vraiment touché. C'est 100%. Super important en vrai, tu vois, genre parce que tu te dis, en vrai, la musique, c'est quoi in fine, genre. Enfin, je pense que c'est un langage, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas à poser des mots là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi tu considères qu'une mélodie, elle est triste, ou pourquoi tu considères qu'elle est joyeuse, on n'en sait rien. C'est des émotions, c'est ce que tu te fait ressentir. C'est des choses que tu n'expliqueras pas. Ouais. Et c'est pour ça que la personne qui te dit ça à l'autre bout du monde, c'est des choses que tu pourras pas expliquer avec des mots, mais c'est encore plus puissant, tu vois. Si tu te dis, putain, j'ai réussi à communiquer avec cette personne sans avoir besoin d'utiliser des mots. Et ça, en vrai, ça vaut tout l'or du monde, parce que... Du coup, tu crées un espèce de contact privilégié, tu vois. Une connexion qui ne peut pas être égalée par autre chose, en fait. Ce truc un peu surnaturel, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment ouf. Et moi, j'adore l'avoir, tu vois, avec des artistes que je découvre. Ça arrive de moins en moins, tu vois. Mais tu vois, quand ça m'arrive, je suis trop content, tu vois, parce que je me dis, putain... C'était arrivé, une fois c'était arrivé avec un gars en Angleterre, encore un mec qui s'appelle Tom VR, qui est pas, que je trouve hyper talentueux, qui continue à sortir des projets, je pense que ça va continuer à émerger, etc. Mais le gars, il sort une track. Si je fais écouter cette track, tu vois, à quelqu'un d'autre, peut-être la personne va me dire, putain, c'est bien catchy et tout, mais il va pas me dire. Mais il va pas dire, ouais, c'est stimulant et tout. Moi, ça me stimule. Mais je sens, en gros, moi, c'était il y a 6 mois. En plus, un mec en Angleterre, il s'appelle Jamie Leather. Et du coup, depuis, j'ai acheté presque tous ses vinyles. Et j'ai envoyé un grand message en mode je kiffe trop, etc. Et vraiment, je lui ai dit, je pense que je suis 50% de tes plays sur Spotify. Après, il en a tellement, mais genre. En fait, il est pas si connu que ça. Mais pour moi, déjà, sa production, elle est vraiment genre. Parfois, j'essaie de décortiquer, tu vois, et je me dis, mais il y a tellement de détails, tellement de trucs, c'est un truc de malade. Et aussi, à quel point ça me tue, à quel point j'arrive à écouter en boucle et ça me. Comme tu dis, c'est vraiment. T'as cette connexion. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui s'explique pas, tu vois. Exactement. Et quand ça se passe, t'es juste content, tu vois, tu vas au taf, t'as le smile. Tu kiffes trop. T'es là, les gens ils te demandent pourquoi t'es content. Tu leur disais, si tu savais. Genre franchement c'est pour ça aussi que je kiffe le son, tu vois, c'est un stimuli, tu vois, c'est un truc, il se passe des choses même quand tu vas en soirée que tu connais pas. Tu vois, là quand je retourne à Londres, j'y vais dans 1 semaine et demie, 2 semaines. Genre je vais à un festival là-bas qui s'appelle The Cause, et il y a full artistes UK Garage, la moitié de la line-up je la connais pas, je sais que je vais prendre ma claque, tu vois. Je sais qu'il y aura un ou deux gars qui vont te... je vais sortir du cœur, tu vois, je vais me dire ah ouais non c'est chaud ce qui vient de se passer, tu vois. Donc je sais que tu vois ça va continuer et ma curiosité elle fait que grandir musicalement, genre et je suis trop content, tu vois, genre je suis trop content d'être tombé dans ce truc, d'avoir cette passion, tu vois. Et ouais, la musique, c'est un bon truc. Je pense que c'est un truc qui peut vraiment aider les gens. Moi, la manière dont je le prends, c'est un truc qui m'accompagne, tu vois. Et d'où le nom que j'ai donné à mon projet qui s'appelle Les Odeurs Sonores. Tu vois, en gros, l'idée, c'était, du coup, mon premier EP, c'était Les Odeurs Sonores. Ensuite, il y a eu le deuxième volet, etc. Mais l'idée, c'était de me dire... Ok, là je sors un projet sérieux, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, tu vois, dans la musique? Genre, à titre personnel, tu vois, qu'est-ce que je kiffe vraiment, tu vois? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais beaucoup,
C'était genre écouter des tracks, tu vois, pendant une certaine période de ma vie. Je sais pas, tu te fais tège par ta meuf, ou je sais pas, tu rencontres des nouveaux gars qui t'enjaillent, ou tu voyages, ou tu machin. Et du coup, pendant cette période-là, t'écoutes genre une certaine série de sons, tu vois, je sais pas, on va dire 10-15 sons que tu kiffes vraiment, tu vois. Et ensuite, tu passes à l'épreuve suivante de la vie, tu vois. Et tu passes à autre chose, et tu fais ta life, machin. Et je sais pas, 5 ans après, tu tombes sur une de ces tracks que t'écoutais à ce moment-là de ta vie, machin. Et là, mon gars, t'as genre, tu vois, une émulsion de trucs. Et je trouve cette sensation surpuissante, tu vois. Absolument. Parce que genre, je ressens vraiment mes souvenirs, tu vois, quand j'écoute un son. Quand j'écoute un vieux son à l'ancienne, tu vois, que j'ai écouté pendant une certaine période de ma vie, ben genre ça, tu vois, tout ressurgit. Et ça rend nostalgique, tu vois, bien sûr, mais je trouve ça surpuissant et c'est vraiment ce qui me stimule le plus musicalement. Et donc je me suis dit, ok, on va jouer sur ça, comment je peux appeler le projet, comment je peux poser ça avec des mots, tu vois. Et je me suis dit, bah, les odeurs sonores, c'est assez marrant parce que les odeurs, t'as la sensation olfactive, tu vois, quand tu sens une odeur qui t'est familière. Mais tu sais, j'allais justement dire ça, dire, ils disent que le premier truc, c'est l'odorat avec les moments, et ensuite, le deuxième truc, c'est la musique. La musique, les sons, en fait. Exactement. Du coup, bah, je sais pas, j'ai pensé à ce nom-là, tu vois. Et je me suis dit, bah, let's go. En gros, j'ai un EP qui va sortir bientôt. Et ensuite, après ça, je suis en train de travailler sur un EP et je l'ai appelé, parce que je l'ai fini en fait, Percussions and Repercussions. Tu vois, parce que les percussions que tu écoutes, ensuite, les répercussions, ce que tu as fait. Ouais, exactement. Et c'est 100%. C'est ça l'idée que j'avais derrière ce nom. Et une autre chose, c'est en gros, quand on était au Vietnam, à un moment, on est allé au Cambodge, c'était avec des potes. Et c'était l'anniversaire d'une pote, Anne-Hélène. Et on est allé, par contre, ce jour-là, voir Prison S21. C'est en gros une prison, c'est un peu comme un camp de concentration pendant la Shoah, mais là-bas, tu sais, j'étais même pas au courant en fait qu'il y avait les Khmers rouges, Pol Pot, tout ça, à quel point c'était, tu vois. Et en fait, bon, c'est un peu sinistre ce que je raconte, mais on a passé la journée là-bas. On en est ressorti en mode, tu sais, on est rentré avec le sourire, on est ressorti un peu en mode, wow, tu sais, c'était lourd et tout, etc. Bon, après, on s'est un peu changé les idées. Le soir, on est parti en boîte. Et en boîte, j'avais grave kiffé des sons que un artiste avait joué, du coup, chez Shazam. Et plus tard, quand j'ai réécouté, à chaque fois, ça me rendait hyper triste. Je me suis dit, mais pourquoi ? Ensuite, j'ai réalisé, je fais, ah, mais c'est parce que cette journée, elle est... C'est surpuissant. Mais c'est surpuissant, en fait. C'est un truc de ouf, tu vois. Vraiment, genre... tu vois, du coup, j'en ai parlé à quelques potes de ce truc-là et ça a fait mouche, tu vois. Genre, en vrai... Enfin, je sais pas. Tu vois, là, aujourd'hui, en ce moment, j'écoute des sons. Il se passe des choses dans ma life, j'écoute des sons. Dans 6 mois, j'écoterai d'autres sons. Et dans 2 ans, je me rappellerai de cette période-là. Peut-être de cette interview en me disant, vas-y, mais quand je venais à l'interview, j'écoutais tel track. Tu vois. Pareil. Et c'est juste un chemin, tu vois. C'est un chemin et tu peux faire l'historique du chemin. Et c'est ça qui est hyper passionnant et tu sais jamais où tu vas aboutir. Que ce soit dans la prod comme dans ce que t'écoutes, tu vois. Peut-être demain je vais écouter quoi, je sais pas, de la psy-trance. Bon, je pense pas pour l'instant, tu vois, mais tu sais pas, tu vois. Tu sais pas, exactement. Moi, si tu m'avais dit, genre il y a 10 ans, gars, tu vas être passionné par la UK Garage, tu vas écouter de la techno aussi, parce que en vrai, depuis que j'ai emménagé à Paris, bah, j'en ai fait quelques-unes, tu vois, des soirées techno, et je commence à kiffer de plus en plus, tu vois. Et ça m'inspire. Tu vois, il y a des artistes techno qui m'inspirent pas mal. Donc, je pense que c'est bien d'élargir son champ quand on est artiste, d'écouter un peu de tout. Tu sais, par exemple, moi, je déteste vraiment beaucoup la reggaeton. Mais je suis pas très fan non plus. Mais parfois, quand j'écoute, si quelqu'un joue dans une voiture, on est quelque part, et je me dis, marrant, c'est quoi ce swing qu'il a mis dans les percus là, je sais pas quoi. Tu sais, et je me dis, c'est intéressant ça en fait, tu vois. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, Est-ce que tu as des anecdotes, que ça soit drôle ou que ça soit genre des trucs qui t'ont frustré pendant des gigs, par exemple ? Pendant des gigs. Quelque chose qui s'est passé, ou t'as paniqué un peu, ou quelqu'un t'en a un peu foutu une sur le moment et t'as dû gérer. Arrête, t'as toujours les requests un peu gaulerie. Genre, je me souviens une fois, il y avait une époque, il y a longtemps, j'avais une résidence dans un resto, tu vois, c'est pas très marrant en vrai. Parce que du coup, le niveau sonore, il est pas très élevé et tu sais, les gens ils sont en train de manger, donc je peux pas balancer des trucs à 145 BPM et tout. Mais à la fin, les gens dansent un peu. Et ce qui m'avait fait marrer ce soir-là, c'était qu'il y avait 2 meufs qui sont arrivées, successivement, tu vois. La première, elle me dit, tu peux mettre du Camaro, s'il te plaît ? Ça, pas trop. La deuxième, elle est arrivée, elle la connaissait pas du tout, la première, elle me dit, tu peux mettre du Camaro, s'il te plaît ?
J'étais à 2 doigts d'éteindre la table et genre rentrer chez moi. Généralement, je dis, tu sais, c'est sur une clé, je peux pas télécharger des trucs. Non, mais même j'étais là en mode, non, mais je pense que je suis dans une démarche incompris là. Je vais rentrer chez moi, tu vois, et je vais dormir. Mais sinon. Je vais dormir. Non, mais sinon, tu vois, j'ai pas eu de. Bah, là, c'est que maintenant que ça commence vraiment, enfin que je commence vraiment à avoir pas mal de gigs. Avant, j'étais vraiment focus production. Donc, et c'était un peu frustrant aussi dans le sens où j'avais pas trop de contact non plus avec le public, entre guillemets, tu vois. Genre, je restais dans ma chambre et je faisais mon son. Je me sentais un peu en autarcie dans le sens où mes potes écoutaient pas forcément ce que j'écoutais. Et des fois, j'étais dans une démarche un peu incompris. Des fois, les gens, ils donnaient de la force quand même s'ils kiffent pas trop, tu vois. Donc, t'es un peu dans l'inconnu. Tu te dis, bon, est-ce que je suis un marginal est-ce que, tu vois. Donc, et après, j'ai commencé à avoir quelques dates, avoir des résidences dans le sud, etc. Et là, j'ai pu, tu vois, voir les gens, etc. Et ça fait du bien, en fait, de sortir de sa chambre, tu vois. Ça fait du bien de sortir de sa chambre. Ça fait du bien, même si c'est pas les meilleurs gigs de ta vie, mais... Au moins, t'es dehors, tu fais ton truc. Absolument. Donc, ouais. Ok. Quelques questions que j'avais en tête. Alors, la première, c'est... pourquoi le nom Cluston? C'est une bonne question, ça. Et la réponse est marrante, en vrai. Alors, faut savoir que j'ai un pote, un de mes meilleurs potes, qui s'appelle Pierre, qui fait ma DA, d'ailleurs. Même si tu vas sur mon Insta, genre toutes les publications, les covers de mes tracks et tout, c'est lui qui les fait. C'est un gars très chaud d'ailleurs, allez voir sur Insta, P-Attitude. Il fait de l'argentique, il fait des vidéos, etc. Et il bosse avec des mecs genre Squeezie et tout, bref. Le gars est chaud. Squeezie quand même. Et ce gars, on a grandi ensemble, on a fait la maternelle ensemble. Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre, et moi, mon nom de famille, c'est KLU. Et à l'époque, en maternelle, je crois qu'on nous avait passé des cartons et on devait faire un produit avec ça et lui donner un nom, tu vois. Et du coup, avec Pierre, on se dit putain, on va faire quoi et tout. Vas-y, viens, on essaie de faire un flacon de parfum. Le truc ne ressemblait à rien du tout. Mais on a fait un espèce de triangle comme ça, tu vois, machin et tout. Et on s'est dit, ok, on le nomme comment le truc? On s'est dit, ah ouais, putain, je sais pas trop. Il me dit, ah si, peut-être on peut tenter un truc. Moi, Pierre, en anglais, c'est Stone. Je dis, ah ouais, ok. Stone Clu. Ouais, non, Stone Clu, c'est bizarre. Cluston. Ah ouais. Cluston, c'est catchy. C'est catchy. Ça sonne en vrai. Vas-y, Cluston et tout. Et du coup, c'est la première fois qu'on a utilisé Cluston. Et ensuite, moi, je me souviens au collège, tu vois, j'avais un groupe de potes où on se donnait des surnoms. Il y en avait un, je crois, il s'appelait Dolce. J'étais là, ok, vas-y. Ils m'ont dit, ouais, c'est quoi ton surnom et tout. Et je leur ai dit, bah, je sais pas. Ah ouais, si à l'époque, j'avais ce truc marrant, Cluston, vas-y, bah, Cluston. Et en fait, c'est un truc qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est cool, tu vois, c'est que je continue à travailler avec ce gars, et c'est un de mes meilleurs potes, tu vois, il fait ma DA en plus. Et il était à la source. Il était à la source de ouf, et il est encore hal, tu vois. Et ouais, d'ailleurs, grosse force à lui, c'est trop mon gars. Faudrait que je le recapte là. Mais ouais, du coup, le nom Cluston vient de là. Cool. Parce que tu sais, moi, quand j'avais vu la première fois, je pensais que c'était une inspi de genre Clapton ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ouais, c'est l'anecdote marrante, mais j'adore la raconter en vrai, celle-ci, parce que non, c'est bien, c'est bien que comme ça les gens ils peuvent un peu plus savoir sur toi. Et tu vois, pour l'instant, j'ai jamais pensé à changer de nom ou quoi, je ressens pas du tout le besoin. Je me sens bien, et je pense que je me sens bien, tu vois, avec ce blaze, et voilà quoi, tu vois, genre tu vois, il y a des artistes qui, et je comprends tout à fait la démarche, qui attribuent leur projet passé à un pseudonyme qu'ils ont abandonné, tu vois, ils changent de pseudo parce qu'ils veulent mettre en place un nouveau style, etc. Moi, je sais pas, c'est juste l'évolution naturelle de mon truc. J'ai aucune réticence à garder sous le même nom mon truc. Je vois. C'est juste un cheminement, comme je t'ai dit tout à l'heure, et c'est ça qui rend l'histoire intéressante, quoi. Absolument. Quelques questions, un peu sur ton... Enfin... ok, alors, déjà, Dream Collab. C'est dur sur le moment, mais... Salut. Hein? Salut. Ok, ah ouais. Ok. Le mec me hype trop. Mais je travaille pour avoir le niveau. Pour l'instant, je me sens trop petit. Ok. Mais ouais, c'est vraiment le gars. Même, tu vois, pas forcément collab, mais juste à rencontrer, tu vois, et à discuter avec. Salut. Non, mais genre t'asseoir et faire une track avec lui, ça serait Salut du coup. Ce serait Salut. Salut. Ok. Ton dream gig?
Mon dream gig. Ouais. Bah, tu vois, des scènes comme Drumsheds, là, le truc que j'ai fait en Angleterre. Ok. Je trouve ça trop méchant. Ouais, c'est. Ouais. Pas forcément. Tu vois, les festivals, c'est super cool, etc. Mais t'as le risque d'avoir en face aussi un public qui vient chercher potentiellement autre chose. Parce que t'as les artistes qui s'enchaînent. Ouais. La DA, elle fluctue beaucoup en fonction des artistes, tu vois. Après, le principe d'un festival aussi, c'est de mettre en avant des artistes que les gens connaissent pas forcément. Ou même toi, tu viens voir un tel, je sais pas, tu viens voir Justice, mais tu découvres Kai Tranada dans la foulée. Ouais. Genre, c'est ça aussi le concept du festival. Mais je pense que je me sentirais plus à l'aise, tu vois, dans un truc genre Drumsheds. La DA, elle est claire. T'arrives, tu joues ton truc, tu peux jouer ce que tu veux. Ouais. Et ouais, je sais pas. Et dans un environnement, tu vois, aussi énergisant, avec t'as les moyens quand même qui sont mis dans ce genre de lieu, tu vois, en termes de lumière, en termes de sécurité, enfin je sais pas, je trouve c'est ta vibe quoi. Ouais, après peut-être que quand j'irai à Berlin et que le petit chat. Peut-être que quand j'irai à Berlin et que je sais pas, j'irai au KitKat, ça s'appelle ouais, c'est KitKat, ouais. KitKat, Bergame, je sais pas quoi. Peut-être qu'on en reparlera à ce moment-là, mais je suis plus hypé par les boîtes. Ok. Que par des festivals, des trucs comme ça. Mais bien que tu vois la date de cet été, je suis hyper enthousiaste à l'idée de la faire. Dream back to back, du coup mix. Salut. Salut aussi, non mais t'inquiète, ça veut dire que non, en vrai, attends, je vais réfléchir. Parce que j'écoute tellement de gens en ce moment. Non, tu sais quoi, je vais dire Bonobo. Ok. Je vais dire Bonobo parce que c'est un gars aussi qui m'a tellement inspiré et en DJ set, tu vois, il a une grosse palette quand même. C'est un gars qui peut te jouer de l'ambiance comme genre des trucs un peu plus disco, comme des trucs un peu plus techno, tu vois. Qu'il y aurait une bonne dynamique. Ouais, il y a une bonne progression dans ses sets, j'aime beaucoup. Il a un gros groove aussi dans ses sets. Non, en vrai, Bonobo, je pense. Ok. Bonobo, très bien. Ok, ça marche. Mais en DJ set aussi, t'as les mecs que j'aime beaucoup, c'est Disclosure en vrai. Ils sont passés d'ailleurs au Cercle Festival, j'étais pas à Paris à ce moment-là. Ouais, j'ai vu comme Mochek dans ses stories, il avait mis qu'il avait envoyé. Avec lui, il avait ensuite ils sont envoyé un message en mode viens, on va donner du merch. Carrément. C'était à côté de l'autre. Ok. Il y a tellement de gars talentueux, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ok, on va passer au segment fun. Ouais. Du coup, je sais pas ce que c'est, mais vas-y. Tu vois ce que, pardon? Je vois pas du tout ce que c'est, mais vas-y. Bah en fait, alors je t'explique. Tu vas tourner 3 fois la roue, c'est la roue de la fortune, le tempo. Et en gros, alors t'as comme choix mystery jar, donc t'as un petit pot ici où tu vas piocher un petit papier. Okay. T'as bonbons, c'est des bonbons. Ouais. T'as 3 boîtes, du coup tu vas choisir une des 3 boîtes et il y a un cadeau dans chacune. Okay. Enfin, il y a des meilleurs cadeaux que d'autres, du coup faut bien choisir. Okay. 5 € de donation à la fondation, l'association que tu veux, quelque chose qui te tient à cœur. Okay. 3 boîtes, même chose, un cadeau. Et là, 10 € de donation à respectivement une fondation ou une asso, quelque chose qui te tient à cœur. Du coup, attends, je vais mettre un peu plus devant la caméra, c'est bon. Vas-y, à toi de jouer. Je la tourne combien de fois? La première fois, t'as un prix, et ensuite 2 autres fois. Putain, ça me rappelle TF1. Mystery Jar. Okay. Vas-y, du coup, prends et pioche un petit papier. Je regarde pas. Je triche pas. Bonjour, là, tu vois. Hop. Je referme. Ok. Tac. C'est quoi? Café resto plus 1. Ah, du coup, on va aller à un moment, quand tu veux, à un resto. Ouais. On va manger. Je t'invite, toi et un plus 1. Je suis trop chaud. Quand ce soir? Non, enfin, quand tu veux, parce que... Grand plaisir. Quand tu veux, ok, super. Trop bien ton jeu. Vas-y, du coup, t'as 2 autres. Avec notre jeu de snip. 3 boîtes. Vas-y, choisis 1, 2 ou 3. Ouais. Vas-y. C'est quoi? Ah, il a des lunettes aussi. Attends. Il y a des lunettes aussi. Elles sont là. Je sais pas trop comment les mettre, mais du coup... Par contre, faut que tu le nommes ici, maintenant, devant la caméra. Faut que je le quoi? Tu le nommes. Poète. Poète.
Ok, pote. Vas-y, gaulerie. Trop Ouais, bien. ça va être Je ton. vais mettre dans le champ, Ouais, exactement. Quand tu produis, c'est ton. Trop cool. Attends, les lunettes, elles se mettent comment comme ça? Ouais, je pense sur le casque, je sais pas. Non, c'est dans l'autre sens, parce que c'est des lunettes de soleil du coup. Mais moi, je les aurais mis comme ça. Hein. Attends. Mais enfin, tourne le truc, je pense. Comme ça? Non, tourne comme ça. Voilà. Ah oui, putain, je suis. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, je pense que peut-être l'école ou. Enfin, je sais pas trop. Ouais. Mais, Je vais le mettre dans ma chambre sur mes speakers. C'est trop bien. très bien, ok. Et du coup, troisième tournée. Yes. Ah, Encore encore une des boîtes. Je prends la. Je vais prendre la une tout à l'heure. Vas-y. T'as des bonbons. C'est des bonbons. Bah, trop bien, mon gars. Avec grand Je vais plaisir. pouvoir régaler les gens en plus, merci. J'ai un autre petit truc pour toi, mais Ouais. en gros, c'était. Alors, c'est pas aussi bien que je pensais. Je l'ai mis où? Merde. Oh, bah, je vais le trouver. Bah, t'inquiète. Mais en gros, c'est un petit. Ah, bah, il est là. Mais en fait, ça n'a pas bien imprimé. Je pensais que ça serait en plus haute résolution. C'est un vinyle et il y a marqué Cluston dessus. Oh yes sir. Alors tu sais pourquoi tu me régales? Pourquoi? Parce que je me suis dit, la dernière fois j'avais joué avec une pote et elle avait un porte-clés sur sa clé. Comment USB. ça importe? Ah, ok, ouais. Tu sais, on jouait en B2B et tout. Ouais. Et je me suis dit, putain, c'est charmé et tout. Vas-y, Ouais. moi aussi je veux mettre un Bah, porte-clés. mes clés, j'ai toujours une USB emergency dans mon trousseau de clés en fait. Mec, ça va finir sur ma clé USB. Ah, bah, parfait. Trop sympa. Parfait. Merci, Avec- j'ai trop pensé. Avec grand plaisir, mon Ouais, gars. t'as fait mouche, trop, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu peux me passer la pola là Parce qu'en fait, il y aura un mur là avec tous les gars qui passent. Ouais. Et du coup, on va se prendre une petite photo pola. Trop bien. Tu veux Ensemble. que je vienne. Ben vas-y, on va se mettre Al. Alors, faut juste que je mette light et qu'on nous voit bien. Yes. Attends, on se baisse un peu pour la caméra. Ah merde, j'avais le flash. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, let's go. Il faut que je mette ça dans le noir. Paf. Ok. Une petite dernière question. Yes. Qu'est-ce que tu dirais à toi-même du passé quand tu venais de commencer la musique comme conseil enfin les deux, à tous les gens qui regardent, qui veulent commencer la musique? Et confiance en ta track, mon gars. Et confiance en ta track bidon là que t'es en train de sortir, parce que dis-toi que si tu continues à bosser, Ouais. dans 5-10 ans, tu vas sortir banger sur banger. Je dis pas que je les sors encore, hein, mais c'est... Je croise les doigts, c'est le process. C'est step by step. Mais ouais, toujours avoir confiance en ce que tu fais, genre continuer par passion. Vraiment, écoute-toi toi avant d'écouter les autres. Je pense que c'est important de prendre les bons conseils aussi quand même, Ouais. parce que t'es pas seul au monde non plus, Ouais. et il y a des gens qui écoutent ta musique, mais genre focus-toi sur toi quand même. C'est hyper Absolument. important, et crois en toi et crois en ton cheminement, et il se passera des choses très cool. Ok, dans quelques ouais, années. ouais. Bah, bon conseil, je Yep. compatis. Et du coup, merci beaucoup de Merci mon nous gars. avoir raconté ton histoire. Merci Et à du toi. coup, ladies and gentlemen, Cluston, allez le suivre, allez regarder ses pages et écouter ses sons, c'est vraiment top. Et merci à vous d'avoir tune in pour ce podcast, et on vous verra pour le prochain épisode.